Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti, nouvelle heure de débat, alors d'ailleurs un peu moins d'une heure, parce qu'en fait de temps en temps quand même on continuera à faire des interviews d'entrepreneurs, mais là comme il y en aura peu, on pourra choisir exactement ceux qu'on a envie d'inviter. Et là vous allez voir, c'est une histoire entrepreneuriale comme il y en a peu quand même en France, vous connaissez sans doute alltricks.com, vous verrez. Gary Hassans qui nous racontera l'ensemble de son aventure et on parlera de tout ce qui se passe en ce moment autour du vélo en cette rentrée 2021. Oui, 2021. Il y a énormément d'autres choses qui se passent dans le monde économique et donc on va en débattre maintenant. Donc, on y va. Anaïs Ouajilis est avec nous. Bonjour Anaïs, chercheuse associée à l'Université de Haute-Alsace. Philippe Wechter, chef économiste Ostrum Asset Management. Salut Philippe. Bonjour, ravi de te retrouver. Clément Henrat. Bonjour Clément. Bonjour. Ravi de faire... Alors, je tutoie tout le monde, Clément, si ça vous embête pas. Il n'y a pas de souci. Ravi de faire ta connaissance. Prof d'éco en classe prépa et à la Sorbonne, c'est ça, Clément. Et à Sciences Po aussi. Maintenant. Et à Sciences Po. Alors j'ai une question à un prof d'éco. Et puis alors évidemment, en fait, l'histoire d'Apple m'intéresse énormément. Mais en termes de doctrine, enfin, que nous dit la science économique ou la doctrine économique sur cette idée? Donc on le répète, on en parlait très largement hier. J'ai pris tous les risques. J'ai inventé un centre commercial d'un genre nouveau. Il fonctionne du feu de Dieu. Dans ce centre commercial, j'ai fait éclore des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'entrepreneurs. Et là, maintenant, j'aurais plus le droit de l'administrer comme j'ai envie de l'administrer. Est-ce qu'il y a là quelque chose de légitime de la part de ceux qui veulent organiser différemment l'App Store, donc le magasin d'applications d'Apple, et le forcer, puisque c'est ça le nœud du truc, à baisser le niveau de ses commissions? Alors oui, c'est très légitime et c'est quelque chose d'assez consensuel finalement dans tous les travaux qui s'intéressent, on va dire, aux structures de marché, ce qu'on appelle donc l'économie industrielle. Alors c'est très légitime parce que finalement la question qui est posée aux régulateurs, c'est celle de l'intérêt collectif. Apple a déjà gagné de toute façon beaucoup d'argent, donc à un moment donné, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas un risque d'exercice de pouvoir de marché par celui qui contrôle l'App Store? C'est le risque non seulement d'Apple, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de développement de tout un tas d'autres pratiques anticoncurrentielles? Et on sait qu'Apple est déjà dans le viseur de plusieurs autorités de la concurrence. Aux États-Unis, il y a quand même une association de 50 procureurs fédéraux qui poursuivent plusieurs GAFAM. Et puis, bien sûr, Apple qui a été condamné déjà par l'autorité de la concurrence. Oui, mais ça, Clément, je me dis que ce n'est pas de l'économie, c'est de la politique. L'ensemble de ceux qui poursuivent Apple, l'ensemble des procès qui démarrent partout, et notre ministre Bruno Le Maire, il ne fait pas de l'économie, lui. Ils font de la politique. Alors c'est vrai, mais ça a quand même quelques petites bases théoriques. Alors juste pour faire 10 secondes d'histoire, souvent on oppose deux grandes écoles. C'est l'école de Harvard, celle qui était née au début du XXe siècle par opposition aux premières grandes concentrations d'entreprises, notamment celle de Rockefeller, et puis l'école de Chicago qui était dominante à partir des années 60-70 et qui tolérait les imperfections de la concurrence. Au sens large. Absolument. Et puis, aujourd'hui, quel est le paradigme dominant? C'est celui qu'on appelle de la nouvelle économie industrielle, donc les travaux de Jean Tirole, notre prix Nobel d'économie français. Le pouvoir de marché que vous avez cité, voilà, c'est Jean Tirole. Et ces économistes, Jean-Jacques Lafon, et il y en a plein d'autres, sont quand même partisans d'une vision un peu plus souple peut-être de la concurrence par rapport à celle de l'école de Harvard, mais par contre, de très fortes régulations. Et dans le cas d'Apple, c'est vrai que ça pose un problème pour le bien-être collectif, de tout le monde. Donc c'est pas uniquement un problème politique, c'est un vrai problème pour les entreprises qui sont donc en concurrence avec Apple, mais puis toutes celles qui utilisent l'App Store. Mais t'es d'accord, Clément, c'est parce qu'il a eu trop de succès. C'est parce que ça marche trop bien. Mais c'est un petit peu le... Oui. Tu te dis, mais bon Dieu, allez-y, faites-le. Votre propre magasin d'applications où il y aura 5% de commission, j'en sais rien. Je pense à ce qui s'est passé dans les années 80 sur les navigateurs Internet. Faites le Firefox du magasin d'applications, allez-y. C'est une très bonne question. En fait, que nous dit quelque part la théorie économique? Elle va nous dire, dans ce cas-là, s'il y a une position dominante, qu'elle soit abusive ou pas, ça va générer un risque pour le bien-être collectif. Et ensuite, il y a la partie du politique qui nous dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte politiquement et philosophiquement qu'il y ait peut-être une diminution du surplus collectif? Ou est-ce qu'à l'inverse, on se dit, non, effectivement, c'est Apple qui était le first mover, comme on dit, et donc c'est Apple qui gagne tout. Puis c'est vrai pour d'ailleurs, pas uniquement Apple, mais... La décision finale, elle est politique. Par contre, l'économiste va nous dire non pour le bien-être collectif, du consommateur comme du producteur. C'est jamais bon qu'il y ait un pouvoir de marché ou un risque de monopole. Philippe. Et puis, il y a un autre point, c'est que
tu développes l'idée que les types prennent du risque, etc. Ce qui est vrai, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais les positions qui sont acquises désormais font qu'il n'y a plus de concurrence. C'est-à-dire que ça annihile toute la concurrence, puisque ces entreprises, que ce soit Apple ou d'autres, se donnent les moyens d'acheter tous ceux qui pourraient potentiellement les concurrencer et de les faire disparaître. Et donc, il y a un système où, finalement, ceux qui sont gros empêchent toute concurrence. Et c'est ça le nœud du problème. Parce qu'à ce moment-là, rien n'empêchera Apple, demain, si aujourd'hui les fees sont à, mettons, $10, j'en sais rien, de les mettre à $150. Et puis, pourquoi pas à 200 ou à 300 et donc, on est dans une situation Philippe, où, alors, je vais laisser Anaïs s'exprimer, mais disparaît. je suis amateur de musique, énorme amateur de musique. Apple pourra faire ce qu'il veut. Jamais il me coupera un accès à Spotify ou à Deezer. Tu comprends? C'est-à-dire, le pouvoir de marché, il est quand même rééquilibré. Et tu vas le payer combien? Tu vas le payer combien? J'irai directement m'abonner chez Spotify et chez Deezer. Vas-y, Anaïs. Alors c'est justement là, je pense qu'il y a une contradiction. C'est qu'on a, là on parle d'Apple, mais on peut aussi parler de Google, qui est et de manière générale des GAFAM. Mais on est face à des entreprises qui sont juges et parties. C'est-à-dire que l'histoire, elle part quand même d'une entreprise qui a développé le jeu Fortnite, Epic qui Games a voulu développer son propre magasin d'applications pour contourner en fait les 30% de commission exigées par Apple. Et Apple a dit très bien, eh bien votre application reste, enfin les utilisateurs qui l'ont sur le téléphone peuvent continuer à l'utiliser, mais il n'est plus possible de l'acheter via l'App Store. Donc on voit bien que même si une entreprise veut développer un système parallèle, le système d'Apple par les téléphones bloque l'achat de nouvelles applications. Et l'autre chose, c'est-à-dire on dit les politiques font de la politique, ouais c'est leur métier. Mais les entreprises font de la politique aussi. Et elles deviennent une taille tellement importante qu'elles sont dans un rapport de force direct avec les États. Et donc là, la question, c'est quel est le rôle du politique au service de l'intérêt du plus grand nombre? Je ne vais pas vous faire l'affront de parler d'intérêt général. Non, mais c'est ce fameux terme que j'adore de corpo nations. Voilà. Des entreprises. Des entreprises aussi puissantes que les États. Et si je peux juste me permettre, une petite singularité quand même. C'est là pour ça, Clément. Une petite singularité, alors qui a forcé un peu la théorie économique quand même à se renouveler, puis les politiques de la concurrence, elles tardent à s'adapter. C'est que là, on est sur un cas dit de marché biface quand même. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on connaissait assez peu. L'App Store, et qu'est-ce que c'est qu'un marché biface? C'est quand même une entreprise qui a accès simultanément à deux types de clients différents, ceux qui bien sûr achètent un Apple, un iPhone et puis qui vont utiliser ensuite le service App Store d'un côté, et il y a une partie de l'entreprise qui n'est consacrée qu'à ça, et puis bien sûr l'autre côté du market, c'est ceux qui ont des applications et qui sont obligés de passer effectivement par l'App Store. Et on se trouve dans un cas où deux types de clientèle sont mis en relation par un même marché et une même entreprise qui détient le pouvoir de marché. Et c'est effectivement là qu'Apple en abuse et risque de plus en plus d'en abuser. Mais oui, mais c'est pour ça qu'elles ont décollé, ces mêmes entreprises. C'est bien parce qu'à un moment, t'offrais le hardware, alors j'en sais rien si c'est le meilleur, mais en tout cas qui séduisait des millions de personnes, et qu'à l'intérieur, c'était une vitrine pour des centaines de milliers d'entrepreneurs. C'est vrai, mais en même temps, le risque, c'est pas est-ce qu'à long terme, les entreprises qui sont en pouvoir de marché total sur un marché biface, mais c'est pas un pouvoir de marché. Si, quand même. C'est pas une infrastructure, l'iPhone. C'est pas un réseau électrique, c'est pas des lignes de chemin de fer, c'est pas... Oui, mais le système, c'est qu'une fois que tu as un iPhone, il est difficile d'en sortir. Bah oui. Ben c'est ça Mais tu le sais quand tu l'achètes. C'est la même chose. Le problème, c'est que c'est en train de devenir la même chose avec Google et son Play Store. Ouais. Et en plus, on entre derrière, si on va aller plus loin, dans des jeux, des jeux géopolitiques. Oui. Pour rappel, Huawei qui utilisait quand même les applications disponibles offertes par Google, par sanction américaine, n'a plus l'offrir à ses utilisateurs. Donc c'est bien là qu'on voit le rapport de force et l'abus potentiel de position dominante. Le consommateur qui achète, si on en revient à des principes, le consommateur qui achète un Apple, demain il a envie d'avoir des applications autres par liberté de choix de consommation, il ne peut pas parce que le système d'Apple le bloque. Eh bien, il n'achète pas d'Apple. Et donc, dans ce cas, c'est pas les téléphones qui manquent sur le marché. C'est là où j'ai un sujet. Oui, mais je suis désolé, je comprends, vraiment, c'est passionnant. Il se retrouvera de la même façon s'il achète un autre téléphone, s'il veut des applications qui sont sur l'App Store, qu'il ne pourra pas acheter. Non. Donc c'est un système qui est un peu particulier. Et vous avez une Mercedes,
On vous interdit Non, d'acheter une non, je Renault. prends plutôt l'exemple du centre commercial. Je suis une grande chaîne de centres commerciaux, je signe une exclusivité avec une nouvelle chaîne de restauration à qui je donne les moyens de se développer dans des conditions de sécurité, d'accueil, de climatisation extraordinaires. Bah oui, si tu veux manger dans ce restaurant, faut venir dans mon centre commercial. Stéphane, c'est pas la même chose. Parce que le centre commercial, vous pouvez vous en détacher, vous avez une liberté de mouvement. Le téléphone, vous avez claqué un SMIC pour acheter votre téléphone et vous n'avez plus le droit de jouer à votre jeu préféré. Non, mais j'entends. Tout ça est passionnant. Il y a une liberté. C'est passionnant quand même. C'est passionnant. Il y a quand même une vertu de la concurrence toujours, que je me permets juste de rappeler, c'est que même sur l'App Store, la concurrence, s'il y en avait davantage, ça permet quand même de faire baisser les prix. Et donc, le régulateur peut aussi prendre ça en compte. Est-ce que les consommateurs n'ont pas envie d'avoir un service Apple Store moins cher, en tout cas quand ils achètent leurs applications? Attendez, il y a une dernière chose qu'il faut préciser. Vas-y, allez. Et d'être moins captif. C'est que là où c'est injuste, c'est que quand vous êtes un développeur d'application, vous prenez 30% de commission. Par contre, l'utilisateur qui a les applications Apple, eh bien, a forcément des applications moins chères puisque développées par Apple, donc il n'y a pas cette commission d'entrée. Et donc Apple arrive à baisser des prix et donc déjà à fausser la concurrence entre les fournisseurs d'applications. Ce qu'ils ont fait avec Apple Music, si je reprends... Par rapport à Spotify. Par rapport à Spotify, sauf que ça ne fragilise pas, enfin, on n'a pas l'impression que ça fragilise Spotify. Non, mais tout ça est très intéressant. Je crois que c'est d'ailleurs l'économiste français Thomas Philippon qui est aux États-Unis et qui a écrit tout un bouquin justement sur oui, tout à fait. Ce que tu expliquais, c'est-à-dire ces concentrations, là on parle d'Apple, mais il y en a un peu partout de plus en plus aux États-Unis, oui. Et c'est l'efficacité économique en fait et oui, parce que la croissance potentielle américaine qui s'en trouve affaiblie. Et il sort un chiffre, ça coûte quand même l'équivalent en termes de PIB, puisqu'il chiffre ça, de 3 trillions de dollars. 3 000 milliards. C'est ça, pour le PIB américain en cumulé sur sa période d'études. Deux choses. Ce que montre Philippon, c'est qu'effectivement, la productivité des grands groupes pénalise l'économie américaine. C'est-à-dire qu'il phagocyte une grande partie de l'économie américaine, mais ne sont plus dans une situation qui fait gagner qui fait des gains de productivité à l'économie américaine. Donc pour l'économie américaine, ce cadre-là n'est pas le bon, et pour d'autres aussi. Et l'autre point quand même qu'il faut souligner, c'est que toutes ces GAFAM accumulent des données personnelles de façon gigantesque. Oui, mais là, tu remets 100 balles dans le nourrin parce que Apple, c'est justement l'un des éléments de sa défense, c'est de dire oui, vous payez cher, mais vos données personnelles sont sous contrôle. Oui, c'est pas forcément. Mais plutôt elles peuvent quand même s'en servir. Sécurité plus vos données personnelles ne seront vendues à personne. Vous ne les retrouverez nulle part. Mais elle garantit pas qu'Apple ne s'en serve pas à des fins. Ça, je sais pas. Ça, là, tu me poses une colle, mais j'en sais rien. C'est Philippon, l'économiste. Thomas Philippon. Philippon, le grand renversement. Parle moins d'économie. C'est Philippon. Moins expert. Tiens, ça nous amène à notre cher et beau pays. Donc, là aussi, poursuite de ce qu'on racontait hier, autour du formidable, moi j'ai trouvé, sondage fait par Challenge, je vous le rappelle, c'est Harris Interactive, c'est plus de 10 000 personnes qui sont interrogées. Pourquoi ça vous fait sourire, les amis? Il n'est pas formidable, le sondage? Non, On a des différences de vues sur les résultats. Non, en fait, des différences de vues sur l'utilisation qu'on peut faire d'un sondage. Et alors, allons-y. 89% donc, des Français estiment qu'il est possible de relocaliser les industries. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, Michel Charasse disait 100% des Français sont pour supprimer les impôts. Ah ouais, tu dis c'est une question à la noix, quoi. Question rhétorique, oui. Mais non, parce que moi, tu me la poses, je dis non, quel était le chiffre l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans? C'est pas qu'ils le souhaitent, c'est qu'ils disent qu'il est possible de le faire. Mais quel était le chiffre du même sondage il y a 2 ans, 3 ans ou 4 ans? Non, c'est pas, il n'y avait pas de sondage. Donc là, on a un chiffre où depuis plusieurs mois, Bruno Le Maire nous dit il faut réindustrialiser, c'est bien, etc. Donc tout le monde est convaincu de ça, parce que tout le monde s'est retrouvé avec une situation où on avait besoin de médicaments, on s'est retrouvé sans médicaments, on s'est retrouvé sans masques, etc. Et d'un seul coup, voilà, il faut réindustrialiser. Mais est-ce que dans 6 mois, quand peut-être plus, peut-être moins, j'en sais rien, quand la crise se dissipera, est-ce qu'on aura les mêmes problématiques? C'est surtout quand le permis de construire de l'usine aura été déposé au bout du jardin. C'est là où on verra si celui qui a répondu qu'il était favorable à la relocalisation l'est toujours. C'est le principe d'Anaïs, il faut une usine dans chaque village. Ouais, je veux des usines partout. Non, mais je ne suis pas en désaccord avec Philippe. C'est-à-dire que une de vos spécialités, je le précise. Quand j'ai vu le résultat du sondage, j'étais très enthousiaste, parce qu'il faut savoir d'où je viens. En 2014, j'ai commencé à travailler sur l'industrie. Ils vont me dire que c'était quand même un sujet d'has-been. Tout le monde s'en moquait.
Maintenant, je suis aussi assez consciente du fait que relocaliser n'est pas un acte simple. C'est-à-dire, on ne relocalise pas pour relocaliser, il faut avoir une stratégie industrielle solide derrière. 2, il y a quand même souvent, dans ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on met derrière relocalisation des situations très différentes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de rapatriement de volume dans des sites existants. C'est pas pour ça qu'on... Anaïs, je me permets de te couper parce que je voulais pas qu'on parte sur un débat sur la relocalisation. Mais je voulais que ce soit exactement ce que tu dis sur 2014. Moi, je me souviens du formidable Alexandre Sobo, patron d'Olot. Alors maintenant, il est d'ailleurs à la tête de France Industrie. Qui m'expliquait que pour bouger un mur, c'était 10 ans de recours avant de pouvoir agrandir une usine. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que ce climat-là a radicalement changé et est-ce qu'aujourd'hui, les Français vont accueillir davantage l'industrie qu'ils ne l'ont fait depuis 20 ans? Et pour ça, j'ai pas de réponse. Moi, je pense que justement, ça va être compliqué. C'est-à-dire que tout le monde veut des usines, mais personne n'a envie de les avoir chez soi. Et après, tu vas avoir une taille d'usine. C'est-à-dire qu'il y a des usines assez peu polluantes, de petite taille, automatisées, etc., que globalement, on va accepter, mais qu'on peut mettre partout, parce qu'il y a aussi un enjeu dans la réindustrialisation, qui est d'aller créer de l'activité dans des territoires qui ont été touchés par la désindustrialisation, ou aujourd'hui, qui sont dans une situation économique difficile. Et puis, il y a des usines, quand on parle de reproduire des principes actifs en France, on est sur des usines de production chimique, avec parfois des risques d'explosion, des risques de pollution du sol, des risques d'odeur. Et ça, je ne suis pas convaincue qu'on va être d'accord. Et on peut mettre un exemple très simple. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui sont implantés depuis très longtemps sur leurs terres et qui se prennent des procès à longueur de journée par des néo-ruraux qui ne sont pas contents de la poussière, du bruit, des mouches quand... des pesticides. Etc. Donc, on est face à nos contradictions. Et la deuxième contradiction profonde, c'est que tout le monde te dit « je veux acheter français ». Ok, les gars, mais vous achetez quand français, vraiment? C'est-à-dire qu'on ne voit pas la traduction hyper puissante de ce qu'on voit dans les sondages en acte d'achat, parce qu'il y a des questions de pouvoir d'achat qui se posent, il y a des questions de disponibilité de l'offre, de connaissance de l'offre existante, etc., qui font qu'on est encore dans, et c'est pour ça que moi je suis assez critique du gouvernement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mentir aux gens non plus. C'est-à-dire, allons-y, soyons optimistes, mais voyons aussi tous les freins et voyons ce qu'on va faire. Alors attends, parce qu'il ne faut pas mentir aux gens, c'est important ça, donc on y reviendra. D'abord, Clément, comment est-ce que tu prends ce chiffre? En fait, ça me rappelle une phrase qui va vous plaire de Gary Becker, donc le grand prix Nobel d'économie de l'école de Chicago, qui disait « La meilleure politique industrielle, c'est de ne jamais en avoir ». Donc voilà, c'était évidemment un peu plus son orientation. Tu m'as cerné, Clément. Voilà. À mon avis, il y a 3 questions et 3 obstacles en même temps. Premièrement, est-ce que l'État est capable de le faire? Non, encore une fois, je voulais, sur le chiffre, est-ce que les gens tout à coup aiment les usines? Voilà. Ou est-ce que, comme Anaïs le dit, non, c'est du déclaratif? Je pense qu'il y a une image d'Épinal de l'usine fumante, déjà. Je ne suis pas sûr que les gens réalisent que la plupart de l'industrie n'a rien à voir avec l'image qu'on en a en général. Et je pense que, honnêtement, quand les gens répondent favorablement à ce sondage, oui, c'est possible de relocaliser. C'est plus une sorte de bonne intention, sans en mesurer ni les coûts que ça aurait d'ailleurs pour le consommateur, ni la faisabilité dans la fragmentation des chaînes de valeur. Donc pour moi, c'est effectivement, comme disait, c'est une phrase un peu rhétorique. Oui, qu'effectivement, on pourrait poser la question, est-ce que vous souhaitez payer moins d'impôts? Bah oui. T'as raison, Philippe, il aurait fallu avoir le chiffre il y a 10 ans, en fait. Il faut pour qu'on sache si ça avait évolué. Ouais, il faut avoir une séquence. Pas beaucoup de gens contre l'industrie, et donc pas beaucoup de gens contre l'idée de relocalisation, quand même. Il faut juste rentrer un peu plus dans le débat pour dire, bah oui, ça peut poser quelques problèmes. Voilà. Effectivement, il y a beaucoup d'économistes, du CPI d'ailleurs, qui ont publié récemment là-dessus, sur tous les problèmes de relocalisation possibles. On ment aux gens, Anaïs? Ça veut dire quoi, on ment aux gens? Non, c'est pas qu'on leur ment, c'est-à-dire que... Si, moi je crois qu'on leur ment. Donc... oui, je vais pas être cette... C'est que déjà, on ne raconte pas les 40 ans de désindustrialisation qu'on vient de vivre. Et ces 40 ans, ils sont liés à des choix politiques, ils sont liés à des choix entreprises, ils sont liés à un contexte macroéconomique, à l'Union européenne. Enfin voilà, on a désagrégé complètement nos avantages comparatifs par rapport à l'Allemagne et à l'Italie. Ça, on le met un peu sous le tapis. Et on se dit, là un peu, ce qu'on laisse entendre, c'est que à la faveur d'une crise, on va pouvoir faire revenir de la production ou réindustrialiser en masse. Moi, je crois qu'on peut réindustrialiser, mais par contre, je ne crois pas que ça soit à coup de milliards qu'on va le faire.
C'est-à-dire qu'on peut donner de l'argent, on a une structure du capital des entreprises françaises, notamment des grands groupes, qui n'est pas forcément favorable à notre territoire. On a des groupes qui se sont considérablement déterritorialisés. On a un positionnement sur la chaîne de valeur qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément on va dire des personnes capables de bloquer un marché. Demain, on parle de faire revenir des usines de semi-conducteurs. Moi, je dis non, ne faisons pas revenir des usines de semi-conducteurs. Ayons les entreprises qui vont être les bloquants dans la production de semi-conducteurs. Des ARM, comme il y en a au Royaume-Uni. On a des spécialistes dans une partie de la chaîne de valeur du semi-conducteur en Allemagne, c'est ça. Et ensuite, remontons la chaîne de valeur en amont et en aval. Mais et puis on a quand même, une belle Silicon Valley autour de Grenoble quand même aussi. On a un retard technologique. On a STMicro, ils sont capables de faire des choses. Oui, ils sont capables de faire des choses. On n'est pas assez dessus, mais on est en retard technologique là-dessus. Et ensuite, posons bien le débat à quoi on veut répondre. Est-ce qu'on veut relocaliser pour créer de l'emploi? Les batteries électriques. Est-ce qu'on veut relocaliser pour être en maîtrise technologique et souverain? Pas les batteries électriques. Parce qu'aujourd'hui, la maîtrise technologique des batteries électriques, c'est principalement une technologie asiatique et on est un peu en retard. Alors, on a des entreprises françaises qui sont en train de devenir dessus. Et prenons en compte aussi l'aspect environnemental. Bref, c'est de l'incantation. C'est un peu de l'incantation. Attendons le plan d'investissement, je dis toujours. Et puis surtout, là, on va en parler. Vas-y, là où c'est Clément. quand même de l'incantation, c'est de faire croire qu'on relocalisera un peu tout et n'importe quoi. Il y en a certains qui voulaient relocaliser le paracétamol. Enfin, il faut quand même. Non, mais attends, tu rigoles, c'est le symbole sûr. de la relocalisation, Non, le paracétamol. Et là où je renvoie quand même à truc toutes les qui doit avoir analyses à qui ont peu près un été siècle, faites, quoi. je me permets de citer notamment celle de Patrick Artus, il disait quand même, si on relocalise, c'est plutôt sur la forte valeur ajoutée, Que sur en les particulier si on veut quand même créer de l'emploi plutôt qualifié. Philippe. La question que soulevait Anaïs était importante tout à l'heure. Pourquoi, depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, les entreprises ont délocalisé? Pourquoi on préfère aller installer des usines dans les zones où la croissance est beaucoup plus forte? Quel est l'intérêt aujourd'hui d'une usine, d'une entreprise, de s'installer à coup de force en Europe où les perspectives de croissance sont quand même très limitées? Donc c'est ça aussi, quel choix font les entreprises par rapport à ça? Il se trouve qu'on fera malheureusement vous n'étiez pas disponible Anaïs, mais on fera une émission spéciale là-dessus la semaine prochaine autour de l'industrie, de la réindustrialisation. Moi, depuis 15 ans maintenant que je discute avec des industriels, et c'est là où je suis tout à fait d'accord avec Anaïs, c'est pas un coup de milliard. Tous me racontent le fameux exemple de la piste cyclable dans la zone industrielle d'Argenteuil, piste cyclable en dur, qui faisait en sorte que les camions qui sortaient les compresseurs de 50 tonnes ne pouvaient plus passer dans la zone industrielle d'Argenteuil. C'était ça, en fait. C'est-à-dire, c'était une industrie, à un moment, qu'on voulait repousser. Beaucoup plus que compétitivité, travail, beaucoup de... Je sais pas... C'était beaucoup la réglementation environnementale aussi qui a été un... L'ensemble de ces éléments qui fait qu'on n'était pas bienvenu. Et que donc, s'il fallait investir, on allait investir. Et on allait investir ailleurs. Alors, tu disais plan de relance. Moi, je suis un petit peu inquiet, Anaïs, du télescopage campagne présidentielle France Relance, donc, qui va être le deuxième plan à 30 milliards qu'on pourrait annoncer dans les semaines qui viennent. Le fameux plan d'investissement, on n'a pas encore le détail. Alors déjà, je commence à entendre des gens qui parlent de réduction de fiscalité, ce qui est le truc français par excellence. On réinjecte rarement, en fait, on réinjecte pas tant que ça de cash frais. Souvent, on fait du repositionnement de plans existants ou de la réduction de fiscalité, comme on l'a fait avec les impôts de production. Et pour le coup, ça, c'est pas de l'investissement, c'est juste une baisse de rentrée d'argent pour l'État, mais c'est pas du tout une augmentation des dépenses. Ensuite, il va falloir voir comment il est cadré. Moi, j'ai le sentiment que c'est quand même quelque chose qui a été défini en chambre, pas en associant tellement les entreprises. Et alors, il y a les entreprises, il y a ce qui est représenté au sein de France Industrie, au sein des filières, mais il y a aussi toutes les PME et ETI qui sont le cœur battant de l'industrie française et qui ont des ambitions parfois qui peuvent être un peu différentes de la stratégie qu'on pourrait définir à l'échelle de l'État. Les territoires ont été assez peu associés à ce plan d'investissement, alors que c'est eux qui ont quand même la connaissance des entreprises. Et donc, on peut se demander vraiment, est-ce que ça va être efficace? C'est-à-dire que moi, j'aime pas du tout le mot planification, parce que ça renvoie dans les esprits à toute la stratégie du plan, d'époque Gaulle-Popinolienne, et je pense que le cadre économique dans lequel on évolue a considérablement changé, donc c'est pas forcément le bon outil. Le commissariat général au plan, avant que vous posiez la question, c'est non. Enfin, en tout cas, dans sa forme actuelle, on cherche encore l'efficacité. On cherche l'efficacité de François Bayrou, même. Oui, ça vous a coupé la chic, Anaïs. C'est la vision de François Bayrou et France 2030. À un moment, ça... et ensuite, mais on a quand même besoin de se projeter, c'est-à-dire se demander à quoi on veut répondre et avoir cadencé. C'est-à-dire, sinon, en mai 2022, on va aussi bien changer de majorité, on change de stratégie industrielle.
C'est la phrase de qui, la meilleure politique industrielle? Gary Becker. Gary Becker. La meilleure politique industrielle est de ne jamais en avoir. Moi, j'ai reçu sur ce plateau, donc au printemps dernier, j'en ai 3 bien en tête. PMI, comme tu dis, industriel. Alors, c'était le premier plan de relance, 200 000 € pour moderniser une ligne de production, pour automatiser une ligne de production, du don pur, de la subvention directe. Ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fait des boîtes efficaces derrière, ça fait de la modernisation sans avoir besoin de repenser un truc. Il y a plusieurs choses. Enfin, Oui, moi, il y a un doute, moi, qui est toujours quand même, le mien, mais qui n'est pas que le mien. C'est toujours, est-ce que l'État est capable de distinguer, quand même, de savoir à quelles entreprises on accorde ce type de subvention? C'est quand même le problème majeur pour la théorie économique. Là aussi, Jean Tirole l'avait très bien identifié. Il y avait une phrase, pareil, que vous avez aimée de Jean Tirole, qui disait « Toute personne qui réfléchit, c'est dans Économie du bien commun, toute personne qui réfléchit à la politique industrielle doit se demander quelle est la nature de la défaillance de marché. Sinon, on se demande bien pourquoi l'État intervient. » Et il y a quand même toujours le problème de savoir est-ce que l'État est capable d'identifier les bonnes filières. Voilà, le plan calcul, la relance du plan calcul, le Minitel, c'est quand même Quelle est la nature de la défaillance de marché? C'est-à-dire qu'il faut bien identifier pourquoi l'entreprise qui a besoin de ce pognon a besoin de ce pognon. Oui, pourquoi est-ce que l'État devrait intervenir? Parce que normalement, le marché est supposé être à peu près efficace. Donc s'il y a une défaillance de marché, par exemple en matière environnementale, là, il peut y avoir une relance et une réindustrialisation avec de l'argent public parce que le marché ne fait pas spontanément la transition énergétique des industries polluantes vers les moins polluantes. S'il n'y a pas de défaillance de marché... Ceux à qui je pense, effectivement, c'était du traitement de surface, notamment. Oui. Et on est tout à fait dans cette configuration. Voilà. En tout cas, dans la vision de la théorie standard, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec ce cadre. Philippe, un mot là-dessus? Non, juste là, on en reparlera de toute façon, mais le télescopage, plan de relance, campagne présidentielle, ça augure pas de choix particulièrement pertinents sur les décisions d'investissement, si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu le risque de se demander ce qui va se passer dans les prochains mois, jusqu'au mois d'avril et les élections. On parle beaucoup de la réforme des retraites, il y a le plan d'investissement, il y a un risque de télescopage terrible pour pas forcément une efficacité. On risque de faire pas mal de clientélisme et donc je suis pas convaincu. On aurait pu avoir des choses plus détaillées et comme le disait Anaïs, avec des discussions beaucoup plus larges que ce qui a été fait. Et là, on se retrouve, on a 30, 40 milliards à dépenser. Ouais, ok, mais comment on fait? Comment on gère cette situation? Et aujourd'hui, on n'a plus d'élan. C'est-à-dire qu'on a bien perçu au moment il y a un an, quand Jean Castex a parlé du premier plan de relance. Tu sais, Agnès Pannier-Runacher a envoyé les chiffres hier quand même. Donc il y a 50 à 60 milliards qui ont été engagés, 3,5 milliards pour l'industrie. C'est les chiffres, et on était fiers. 3,5 milliards sur... Non, juste je donne ce chiffre-là. Sur les 578 projets, combien il y a d'entreprises industrielles en France? C'est bien, mais Ah oui, tu veux dire, de toute façon, on n'aurait pas pu dépenser plus, même si on avait voulu. Ce que je veux dire, c'est que c'est petit. Ce qui est un bon argument. Il y a énormément... Enfin, on met ça en avant, mais il n'y a pas 500, il n'y a pas 1000 entreprises industrielles en France. Il y en a des dizaines de milliers. Donc ça montre bien quand même que ça reste quand même quelque chose qui a un effet assez minime. Et l'effort... C'est important ce que tu soulignais, c'est qu'on a un retard de modernisation de l'outil productif français qui est énorme. C'est-à-dire qu'on a un outil plus vieillissant, moins robotisé, qui explique la perte de compétitivité qu'on peut avoir par rapport à d'autres pays qui le sont beaucoup plus. On est un des pays les moins robotisés de l'OCDE. Clément, même, enfin, pardon, j'ai le mot quasi philosophiquement qui n'est pas le bon, mais vous allez comprendre. Même l'idée d'une campagne présidentielle avec un plan de relance, ça me perturbe. Le retour du cycle politico-électoral... Non, mais le gars se retrouve avec 30 milliards pour se faire élire, quoi. Voilà, oui, je le dis avec un peu de brutalité. C'est perturbant, non? C'est pas... C'est un risque. C'est un risque. Alors, il y a quelques instances qui sont supposées le limiter. Le comité de suivi du plan de relance. Une partie du plan de relance est quand même pilotée, pas uniquement sur décision ministérielle, mais par la DG Trésor, qui est quand même relativement indépendante. Les économistes de la DG Trésor sont quand même pas au service du politique. Mais effectivement, il y a un risque potentiel que ce plan de relance soit légèrement décalé. Moi, par contre, ce qui m'inquiète plus, vous voyez, ce qui est plus courant, finalement, c'est pas tellement le plan de relance, c'est tout le reste de l'argent. Je veux dire, à chaque élection, il y a un risque que le budget, quand même, 2022, soit voté plutôt en faveur de certains électeurs médians. Ça peut être, je sais pas, l'augmentation de la rémunération des enseignants, ça peut être
à mon avis, c'est un outil beaucoup plus massif que... Oui, mais celui-là, il est classique. Oui, il est classique, bien sûr, bien sûr. Il est classique. Ils ont mais il peut tous être très été massif égalité aussi. là-dessus. Oui, quoi. bien sûr. Non, mais j'entends ce que tu me dis et ça me rassure un peu, qu'effectivement, il ne peut pas non plus dépenser Non, l'argent sans contrôle et qu'on est quand même dans un état Il y a structuré l'Union avec une européenne derrière, administration accessoirement. qui sait se faire respecter. Le temps tourne très vite. Qu'est-ce que vous préférez entre la Chine et la tech, mais en même temps, moi, Philippe, l'histoire sur les matières premières alimentaires, j'ai lu des chiffres assez inquiétants et en même temps, c'est un peu sous le radar encore aujourd'hui. Donc, l'indice FAO des prix alimentaires a gagné 32% sur un an. On est à 120, c'est surtout ça. On est à 127 points et le record de 2011, c'était 137 points. Donc on se souvient tous de 2008, des émeutes de la faim, enfin de tout ce qui s'était joué à l'époque. Là-dessus, il y a une vraie question. C'est-à-dire que quand on regarde en dollars constants, si on est sur les niveaux qu'on avait en 2011. C'est-à-dire que toutes ces situations où, dans les pays du Maghreb et ailleurs, il y a eu de vraies émeutes de la faim parce que les gens ne pouvaient plus s'acheter à manger, Absolument. sont des problématiques qui sont posées. Et dans pas mal de pays émergents, l'alimentaire, c'est 40% de l'indice. C'est-à-dire que les taux d'inflation sont en train de l'indice des prix, tu veux dire. L'indice des prix, oui. Sont en train d'accélérer. Et donc, avec des situations, des pertes de pouvoir d'achat qui risquent d'être considérables. Et donc, la grande difficulté de cette période d'après-crise, c'est qu'on a des pays développés qui retrouvent peu ou prou leur dynamique. Pour les pays émergents, c'est beaucoup plus compliqué. Pas forcément pour les émergents industriels qu'on voit en Asie, mais tous les pays émergents qui sont un peu... qui sont pas dans la dynamique globale, l'Afrique du Nord, une bonne partie des pays africains, une partie de l'Asie. Et ce qu'on constate aussi, c'est que des pays comme la Russie, comme le Vietnam, limitent aujourd'hui leurs exportations de matières premières alimentaires. C'est ça, c'est le cycle qui démarre. Et donc, on a une situation là-dessus qui est extrêmement problématique et qui tu peux pas faire. C'est intéressant parce que tu sais, il y a cette idée avec le quantitative easing, les banques centrales, etc. et tout. La crise est finalement impossible, machin. Matière première alimentaire, tu peux pas faire de quantitative easing, quoi. Il y en a pas, il y en a pas. Hein. Tu alors, peux pas la créer de. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a la situation réelle, c'est-à-dire qu'on voit que la demande en 2021 est supérieure à l'offre sur les céréales, par exemple. Céréales, sucre, blé, c'est les vrais. Ouais, oui. Non, mais là-dessus, on a un déséquilibre. Mais dans le même temps, c'est ce qu'avait développé un certain nombre d'économistes, notamment à Harvard, sur la financiarisation des matières premières. Et donc, il y a un biais qui intervient parce que les matières premières, c'est aussi une matière première sur laquelle les marchés travaillent. Pas assez. Peut-être pas assez. Non, mais alors là, ce serait un autre sujet, mais il y a peut-être pas assez de financiarisation justement de l'agriculture. Peut-être, mais toujours pour la moderniser et pour. Ça peut créer un biais. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que cette crise-là, si elle se développe, il y a assez peu d'échappatoires. Voilà, c'est physique, c'est le physique qui se venge. Tu pourras pas amener du blé qui n'existe pas, quoi. Voilà le truc. D'une part, et puis la question, quand on regarde un petit peu dans le détail, on s'aperçoit par exemple que sur le blé, c'est des problèmes de sécheresse aux États-Unis. C'est une problématique qui risque de se retrouver assez régulièrement. Donc comment on gère cette situation Il y a un sujet là. Là, il y a un vrai sujet qui pour l'instant ne fait pas trop de bruit. Mais nous, on regarde ça avec beaucoup d'attention parce que c'est un sujet qui peut être explosif. Oui, juste deux petites remarques, une pessimiste et une optimiste. Il y a une tendance, moi, qui m'inquiéterait, on va dire, à long terme. Alors, c'est pas à 6 mois, hein, c'est vraiment sur plusieurs années, voire une décennie. C'est la question de la transition écologique dans l'agriculture. Personne n'est favorable à l'élevage en batterie, personne n'est favorable aux pesticides, ou en tout cas aux effets supposés délétères sur la santé. Par contre, faire une transition vers le bio ou vers l'agriculture moins intensive, au-delà de l'incantation, ça suppose quand même de réfléchir à la question comment on nourrit toujours plus de monde avec une agriculture qui, elle, est de moins en moins productive, hein, puisque c'est quand même ça qui est derrière. Donc le risque quand même de cette question et du recours au bio, qui encore une fois, personne ne rejette l'idée que c'est meilleur, hein, pour la santé, c'est pas le sujet. Mais comment on fait face au problème concret de nourrir, alors bien sûr, les pays développés, mais quand même, il y a le monde entier derrière.
La petite, et ça pourrait quand même faire monter les prix aussi. Et puis, comment on fait s'il y a dans un pays développé comme les États-Unis, un problème, une contrainte imprévue, sécheresse, s'il n'y a pas de réserve dans les autres pays parce que l'agriculture est devenue beaucoup moins intensive, comment on fait ? Le point optimiste, ce serait quand même le progrès technique, comme toujours. C'est toujours le progrès technique qui peut nous sauver. Pour ça, il faut de les innovations. Pour ça, il faut de l'investissement et donc de la financiarisation davantage qu'aujourd'hui. Mais elle est rejetée, elle aussi. Mais elle est rejetée aussi, cette financiarisation. Il va falloir choisir. Anaïs Juste une remarque sur la première remarque un peu pessimiste. Si il n'y a pas d'inflexion sur les questions climatiques, si les émissions de gaz à effet de serre continuent au rythme qu'on connaît aujourd'hui, la partie des terres qui ne seront plus viables va augmenter de façon très significative. Et donc, on va avoir des mouvements de population et une situation... une raréfication, en fait, des terres cultivables. Exactement. Et donc, c'est... ce qui renforce le point Clément. Bien sûr, c'est juste pour... Sur la mécanisation, sur la productivité. Tout à fait. Anaïs ? Non, c'est des sujets qui sont assez passionnants. Alors moi, je suis plus sur l'industrie, éventuellement l'industrie agroalimentaire, quand même, l'alimentaire en tant que tel. Mais ce qui est intéressant, et je pense qu'on est vraiment dans le nœud du débat, c'est-à-dire à la fois sur les questions alimentaires, à la fois sur les questions industrielles au sens plus large, c'est comment on passe d'un modèle actuel qui repose sur plein de choses, à la fois les mécanismes sociaux, à la fois les modes de consommation, puisque par exemple nos mécanismes sociaux ont été pensés dans une société productiviste. Absolument. Demain, si on sort de cette idée de productivisme, par exemple, que certains prônent, on doit revoir complètement nos mécanismes sociaux. Et là, la transition qu'on doit faire, parce qu'aujourd'hui on n'a plus le temps, si on regarde tous les rapports du GIEC, etc., elle est énorme et elle va être extrêmement violente. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à imaginer les impacts qu'on va pouvoir avoir sur l'emploi. Je prends un exemple sur l'industrie. Quand on dit demain, il faudrait consommer que ce dont on a besoin. Bah oui, mais le paradigme de l'industrie, de beaucoup d'industries, c'est massifier la production pour abaisser les coûts de production. Je ne fais plus ça. Je produis que ce dont j'ai besoin. Je vais avoir plein de gens qui vont se retrouver qui peuvent potentiellement se retrouver au chômage. Alors vous allez me dire, oui, on peut faire des services associés, oui, la personnalisation. Non, je vais vous dire surtout, je ne sais pas ce dont j'ai besoin. Enfin, cette phrase ne veut rien dire pour moi. C'est quoi mes besoins ? Mais on doit, aujourd'hui, personne n'a la réponse. On sait il y a des gens qui vous font des choses macroéconomiques, qui vont dire, on fait moins 15 000 emplois dans un secteur, plus 30 000 dans l'autre, ça s'équilibre. Sauf que vous avez des effets sectoriels, vous avez des effets d'écosystèmes territoriaux. Vous abaissez l'emploi dans l'aéronautique, vous créez de l'emploi dans l'agriculture. Vous n'allez jamais, c'est la concentration de Toulouse, vous allez jamais vous allez d'un côté créer des emplois diffus quand vous détruisez des emplois qui sont extrêmement concentrés. Et ces questions, malheureusement, même si beaucoup de gens travaillent dessus, on n'a pas encore totalement les réponses, et parce qu'on ne sait pas exactement totalement ce qu'on doit faire, il y a des désaccords, et la profondeur de cette transformation. Non, mais le point là-dessus, c'est qu'on a l'impression avec les ajustements dont parle Anaïs, on a l'impression, malgré tout, quand on lit des gens très savants, qu'on va juste être dans une inflexion. C'est-à-dire que finalement, l'impact de ce qu'on va connaître sur le climat et toutes les conséquences, ça va juste être une inflexion. On va avoir un PIB qui sera un peu moins élevé en 2050 que ce qu'on aurait pu avoir si on avait continué les tendances. C'est probablement complètement faux. C'est-à-dire que moi, je suis très perturbé par le fait que la consommation d'énergie fossile depuis 40 ans, 50 ans, c'est à peu près 80% de la consommation d'énergie. Le rapport de l'IAE, l'Agence internationale de l'énergie, nous dit qu'il faut arriver à zéro. Tu sais, je lisais ce matin, c'était intéressant, ça m'intéressait beaucoup, l'Australie qui est face à une grosse pression économico-politique de la Chine. Et le ministre australien de l'Industrie se félicitait de ce que, malgré l'embargo chinois, les exportations de charbon australien ont augmenté de 20% sur l'année. Voilà. Et le gars s'en félicite et il est applaudi dans son pays et tu peux pas lui en vouloir parce que c'est ce que décrit Anaïs. Mais tout son modèle est fait là-dessus. Qu'il va falloir inverser. C'est-à-dire que l'économie aujourd'hui est, depuis le début de la révolution industrielle, dépendante des énergies fossiles. Et on a l'impression que on va pouvoir s'en passer sans que ça ait trop d'impact.
Je ne sais pas très bien ce que dit le rapport de l'IAE, c'est qu'il faudrait aujourd'hui construire, pour faire cette transition, construire le champ de photovoltaïque le plus énorme qu'il y a sur Terre, je ne sais plus où c'est exactement, mais il faudrait le construire tous les jours. En Australie, sans doute. Probablement, mais il faudrait le construire tous les jours pour éviter des ruptures. Donc, Anaïs. Ce qui m'amène 2 remarques. La première, c'est que je pense qu'on a du mal à voir à quel point on est dépendant du pétrole. C'est-à-dire que le pétrole, on imagine les énergies pour se déplacer, pour se chauffer, mais c'est aussi énormément, ça rentre dans la composition d'énormément de matières premières, la majorité des plastiques. Donc c'est aussi sortir de cette dépendance-là. Et la deuxième chose, c'est que, notamment à travers le Green Deal européen, on parle de vouloir devenir un continent souverain et on va utiliser des énergies renouvelables qui ne font qu'accroître notre dépendance à un État qui est la Chine, puisque c'est celui qui maîtrise aujourd'hui le plus à la fois l'extraction de certaines matières premières et leur transformation, leur raffinage. Et il faut aussi voir que on court après plusieurs objectifs, souveraineté et neutralité carbone, et qu'en même temps, c'est difficile de réaliser ce pari. Donc, on va devoir faire des choix. Et c'est ces choix qu'aujourd'hui, on ne veut pas faire, et des choix toujours douloureux. Bon, mais on partait d'une crise alimentaire quand même. C'était très intéressant tout ça. Mais on partait d'une crise alimentaire. Il nous reste une minute, mais Clément, un mot de théorie, ce que décrivait Philippe, c'est-à-dire la crise alimentaire qui s'auto-alimente, pardon de le dire comme ça, à partir du moment où effectivement les pays exportateurs tout à coup se mettent à créer des stocks, ne veulent plus exporter, etc. On l'a déjà vu de très nombreuses fois dans l'histoire, et c'est un cycle infernal. C'est un cycle dont il est très difficile de sortir. C'est pour ça qu'avaient d'ailleurs été conçues des politiques comme la politique agricole commune, à partir des années 60. C'est un cycle d'autant plus difficile que il y a quand même l'idée assez dominante dans la théorie que les pays qui se sont spécialisés dans la production et l'exportation de matières premières sont désavantagés dans le commerce international. C'est, sans jargonner, quand même une dégradation très forte des termes de l'échange pour ces pays-là. Donc, a priori, si les pays n'ont pas envie... C'est ça que tu veux dire? C'est surtout qu'ils n'ont pas envie de rester forcément dans cette spécialisation. Et les politiques de développement ne sont pas censées non plus les enfermer dans une spécialisation qui, en fait, n'est pas avantageuse pour eux. On comprend bien qu'échanger des produits relativement peu chers, comme les matières premières, par rapport à des automobiles allemandes ou à de l'aéronautique, ce n'est absolument pas la même chose en termes d'avantages comparatifs pour les pays. Vin contre des draps. Ouais. Voilà, on revient à Ricardo encore. Voilà. Merci les amis, on se retrouve très bientôt. Et donc maintenant, interview d'entrepreneurs. Le vélo et tout ce qui est en train de se passer en cette rentrée autour du vélo. Donc on repart les amis, on repart avec interview d'entrepreneurs comme on en fera de temps en temps. Mais maintenant je choisis exactement qui j'invite. Voilà. Je suis plus obligé de remplir des cases, tu vois, Gary. Et je suis ravi de démarrer ça avec Gary Hassens qui est avec nous pour plein de choses. Comment on dit d'ailleurs Gary, je le prononce mal. Ensens. C'est alsacien, c'est ça? Tout me va. Ouais. Non, ça remonte un peu plus haut. Belge, Pays-Bas. Ah oui, ouais. Bon. Donc fondateur d'Alltricks, alltricks.com d'ailleurs. On dit d'un mot, donc spécialiste alors outdoor en général, mais c'est le vélo qui va m'intéresser, qui est d'ailleurs le départ d'Alltricks. Et tout à fait, Au départ, c'est que du vélo. C'est que du vélo, ouais, exactement. C'est même que du VTT, initialement. C'est que du VTT, ça démarre il y a 13 ans, à la suite d'un accident. Sur un lit d'hôpital, tu démarres cette boîte sur un lit d'hôpital. Quasiment. J'avale ma rancœur. T'as eu un accident? Non, mais raconte le truc. Effectivement, je chute à l'âge de 20 ans de 4 mètres de haut, je me brise 3 cervicales et une dorsale, je perds l'usage de la marche, je découvre le monde hospitalier français que beaucoup de gens découvrent depuis quelques mois, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais qui est un système formidable, parenthèse fermée. Et donc là, kinésithérapie, centre de rééducation, je retrouve la marche et puis je me dis, bon, j'ai pas envie de retourner sur les bancs de l'école, j'ai qu'un bac, j'ai envie d'entreprendre. Je ne sais pas exactement dans quoi encore, mais le e-commerce m'attire parce que je peux le piloter de chez moi. C'est adapté à mon nouveau rythme de vie, qui est encore cadencé par beaucoup de kinésithérapie dans la journée. 13 ans après, juste on le dit d'un mot, tu cours le demi-marathon, quoi. Tu vois, voilà, c'est. Oui, modestement, mais oui. non, mais il faut le dire, c'est incroyable. Et donc je commence par des produits tech et je me familiarise avec le e-commerce. J'adore ça. Et puis en 2 minutes, je recommence à faire du vélo. Je suis confronté à des besoins comme tout cycliste sur mon matériel, etc. Je vois un peu ce que le retail est devenu et je décide de transposer ça sur une expérience digitale. Qu'est-ce qui va faire que ça perce? Le fait qu'on soit parti, alors je dis on, mais bon, j'étais tout seul au début, mais on est 300 maintenant, on y reviendra peut-être, mais avec 3 000 €. Donc frugalité avant toute chose. Donc quand tu es frugal et que tu es sur un marché communautaire,
Le seul truc qui peut faire que tu sors à peu près du lot à un moment, c'est que tu fasses plutôt bien ton job et que le bouche à oreille opère. Donc, on focus tout sur l'expérience client. Les produits doivent être stockés et livrables dès le lendemain. Et cette promesse, on la conserve toujours, 13 ans après, sur 70 000 références. Quelle revanche, parce que c'est le retour du stock, là, d'ailleurs, aujourd'hui. On en C'est le parlera retour tout du à l'heure. stock, Hein. ouais, c'est On le en parlera retour du tout à l'heure. Quelle revanche. Et donc, on focalise là-dessus. Et puis, fort de ça, on fait grandir notre communauté. On a 2 millions de clients maintenant. Et on vient stretcher, comme on dit, le périmètre sportif il y a 3-4 ans. Attends, reste sûr, parce que... Bouge-toi les oreilles, parce qu'il n'y a pas que la coupe de cheveux, mais je pense à Bezos. C'est-à-dire que... Ah bah ouais. En te focalisant sur le vélo, il y a cette fameuse long tail. C'est-à-dire, tu as pu aligner une masse de références incroyables que personne ne pouvait égaler. Et est-ce que c'est pas ça? Bezos, il dit bon, enfin, il dit assez peu de choses, mais quand il dit que c'est beaucoup ça, c'est les livres rares qui ont fait le succès d'Amazon, pas les best-sellers. Est-ce que toi, la même chose? Non, mais c'est sûr. J'en sais rien. Ah non, j'en suis convaincu. Et on parle d'exotisme. Voilà. Et tu vois, alors, j'allais y venir, mais au début, moi, j'ai commencé avec 5 références. Et pour avoir des volumes suffisants pour pouvoir recommander vite et élargir l'offre, je vendais, Le Bon Coin n'était pas vraiment là encore à l'époque, hein, on est en 2008, je vendais sur eBay, j'accélérais mes volumes. Et donc 70 000 références maintenant, 600 marques, et on n'a pas tout. 70 000 références que pour le vélo, Que pour le vélo, quasiment, 60 000. dont 25 000 sont du Shimano. Non, un peu moins que ça. Mais Shimano pèse très lourd sur le marché. On indéniable. va en parler. Et comme le parc est très équipé en Shimano, il y a un renouvellement sur Shimano qui est très fort. Alors, ce qui te différencie de Bezos, c'est que toi, tu as craqué. Et que donc, il y a 2 ans, c'est ça Ah oui, à quelques jours près. À quelques jours près. Enfin, j'imagine de quoi tu vas me parler. Donc Decathlon débarque et met de l'argent sur la table. Je ne sais pas si c'est public Il n'y a d'ailleurs. pas eu de cash-in. Il n'y a pas eu de levée de fonds. J'arrive à un moment où le cycle des fonds d'investissement qu'on avait eu faisait que je devais créer une sortie. Et donc, on cherche éventuellement à relever. Et puis, on se dit à ce moment-là de l'histoire, pourquoi pas un partenaire stratégique? Et à mon sens, il n'y en avait qu'un, c'était Decathlon. Non, mais tu aurais pu lever comme tu voulais. Enfin, à l'époque, Alltricks, on s'était déjà parlé. Je me souviens, enfin, le phénomène même d'entrepreneuriat était absolument partout. J'imagine que les fonds étaient à genoux devant toi. Oui, alors, dans notre histoire, on a eu des rebondissements, hein, comme toute boîte. Donc, il y a eu des moments où on a eu un peu moins de cash, on a été séduisant, un peu moins séduisant. Il faut que je prenne de l'eau, je suis désolé. Bah vas-y, bois un coup. Vas-y, continue à parler. L'émotion. Laisse-la là, ce sera plus simple. Donc, dans notre histoire, je reprends, pardon. On a eu des moments où on était séduisant, moins séduisant. On a quand même géré de l'hypercroissance. Hein. Ouais. Alors, on est passé de 0 à 170 millions, j'espère, cette année, en levant 10 millions, ce qui est plutôt frugal, encore une fois. Et donc, il y a 3 ans, on a essayé d'opérer il y a 4 ans, pardon. On a essayé d'opérer un rapprochement avec un de nos concurrents. On était convaincus que ça allait se faire. Erreur de jeunesse, ça ne s'est pas fait. Et puis, on aurait dû lever. J'allais dire là, parce que j'en porte la responsabilité à 100%. Je l'assume, en tout cas. On n'a pas levé. L'opération ne s'est pas réalisée. Et on a eu un gros trou d'air. Ah, d'accord. Et donc là, il a fallu aller lever vraiment le dos rond, la mine grave. Donc, on a rebondi. Et puis, fort de cette nouvelle levée, les gens ont vu qu'on avait de la résilience. Et donc là, je me suis dit, bon, c'est intéressant. On a toujours eu des partenaires très smart. Mais le fait de pouvoir être aux côtés de gens qui vivent ce qu'on vit, même si les tailles sont très peu comparables, c'était séduisant pour nous. Et donc, on a réussi à provoquer cette discussion avec Decathlon. Avec Decathlon. Enfin, c'est quand même un hommage, parce que Decathlon, c'est Decathlon. Voilà, on va pas faire le dessin. C'est extraordinaire. Premier distributeur mondial. Ouais. Extraordinaire. Le fait qu'ils se disent, on n'arrivera pas à le rattraper, on va gagner du temps si on rachète Alltricks. Waouh, quel hommage quand même, non? Alors, je ne sais pas si c'était la réflexion, mais forcément, c'est la réflexion. Ça me va bien comme interprétation. Sinon, ils auraient fait pareil, Gary. Oui, non, mais je pense que, en fait, pour moi, il y a une triple. La rencontre a une triple complémentarité. La première, c'est qu'à des tailles, encore une fois, qui sont différentes. Digital native de notre côté, super retailer de l'autre. Ouais. On veut tous aller vers l'omnicanal. Donc, on a les mêmes sujets. Mais on ne part pas du même point de départ. Mais on converse énormément sur ces points-là. Très juste. Le deuxième, c'est... Ça veut dire que tu aides Decathlon sur l'ensemble de sa digitalisation? Je ne sais pas, mais en tout cas, les questions qu'on s'est posées pendant 10 ans, voilà, je pense, sont nourrissantes et la réciproque est vraie. Le deuxième sujet, c'est
la rencontre d'une marque, Decathlon, marque appréciée Iconique. quasi totalité des Français, Ouais, vraiment. pour pas dire adorée, veut rendre le sport accessible à tous. Et donc on est sur une approche très loisir, très large, 80 à 100 sports. Quant au Alltrix à côté, pas que nous on n'a pas envie de rendre le sport accessible à tous, mais on a démarré pour justement faire face à ces gens-là avant, parce qu'avant d'être aux côtés de Decathlon, on était quand même un peu en face. Spécialiste, pointu, sportif, 70 000 références. voilà, plutôt engagé. Et donc il y a cette combinaison qui fait qu'on est presque un relais par moment de la marque Decathlon. En venant sur une troisième complémentarité, Decathlon propose très majoritairement ses marques, avec beaucoup de brio, quand nous on est une maison des marques. Ouais. On est un écrin, enfin en tout cas c'est ce qu'on essaie de construire, on vient distribuer les fameuses 600 marques dont je parlais en préambule. C'était il y a 2 ans. Donc ça faisait beaucoup de sens. C'était il y a 2 ans. Alors c'est un truc que je dis assez souvent, ça. Normalement, un entrepreneur comme toi, au bout de 2 ans dans un grand groupe comme Decathlon, il est parti. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils t'ont loqué au niveau du capital et donc tu peux pas partir, tu es un peu prisonnier, ce qui arrive. Hein. Voilà. Ouais. Un entrepreneur que je connais très très bien dans les médias qui était un petit peu dans cette situation. Ou alors vraiment tu prends plaisir à développer Alltrix à l'intérieur. Non, mais alors- Tu vas pas me dire le contraire, mais enfin, c'est vrai que c'est un peu surprenant, quoi. Voilà. Non, mais alors, je remets déjà sur le point capitalistique parce que tu l'évoques. Rapide. Hein. Ouais, oui, non, mais je ferai pas 5 minutes dessus, mais non, t'es loqué, tu l'es jamais vraiment. Enfin, je veux dire, tu as toujours des possibilités de sortie si tu veux sortir. Ouais. Pourquoi je ne sors pas? Parce que j'en ai pas envie. Aujourd'hui, la dynamique d'Alltrix est extraordinaire. Je m'éclate. Et puis pour moi, c'est assez fun parce qu'en fait, en plein confinement l'année dernière, il y a un groupe qui s'appelle les éclaireurs au sein de Decathlon, donc il y a un groupe de réflexion au niveau United, c'est l'échelle mondiale de Decathlon. On parle de 70 pays, 1700 magasins. C'est un groupe de 10 personnes où on m'a demandé de leur rejoindre en plein confinement pour énergiser un peu la partie digitale. Parce qu'on faisait face à d'énormes enjeux là-dessus. Donc moi, je suis catapulté quelques heures, une demi-journée, une journée par semaine sur ces enjeux-là aussi, avec une boîte de 96 000 personnes. Ouais, je comprends. C'est passionnant. Ouais. Et puis je reviens dans le petit village gaulois, Alltrix, le reste du temps. Où ils te laissent bosser, alors ça veut dire ils te Demander laissent une totale autonomie, liberté. une liberté totale. Oui, parce que, alors déjà, je dis ça de manière objective. Decathlon, c'est un groupe qui est intelligent, qui a énormément de valeur. L'humain est au premier rang en permanence. Et surtout, Decathlon avait déjà réalisé des acquisitions. Et pour pas dire c'était loupé, comme tous les grands groupes quand ils font les premières, je vais dire avait appris. Et donc pour nous, c'était un vrai voyant vert. Et là, je me suis dit, bon, on va discuter avec eux, mais naturellement, on devrait tomber assez d'accord sur la liberté. Et en fait, c'est même pas moi qui ai amené la discussion, mais surtout, il y a une chose en revanche. Vous restez là où vous avez envie d'être. Et donc, pardon de parler comme ça, en entreprise, Ouais. tu as ton propre PNL. bien sûr. Alltrix se développe, avance, investit, comme si Mais il n'y avait pas Decathlon derrière. Alltrix est détenu par la même SAS historique, Avanis en l'occurrence, que j'ai créé dans mon garage il y a 13 ans. Sauf qu'au lieu d'avoir 49% à l'époque du capital détenu par des fonds, c'est un petit peu plus par Decathlon. D'accord, voilà, c'est ça. Et le reste ne change pas. Alors- Si, ce qui change, c'est qu'évidemment, on a un groupe à nos côtés et quand on a besoin de support sur certains sujets où on a envie de mettre en place des synergies, elles sont possibles. Notamment, on dit un mot, omnicanal, c'est-à-dire les boutiques, là, il faut de la capacité d'investissement, Exactement. et puis je pense que ça doit rassurer. Il nous reste 4 minutes. Est-ce qu'il n'y a pas un changement d'environnement fondamental autour du vélo? Alors, explosion du vélo électrique, peut-être plus de location, moins d'achat. Enfin, est-ce que tu n'es pas en train de vivre un bouleversement complet de la façon dont on fait du vélo? Voilà, Si, il y a un gros changement. Alors, pour plein de raisons. On a eu, donc, alors, je pense, je vais repartir de malheureusement le contexte qu'on a tous connu, donc ça parlera au plus grand nombre. Grosse prise de conscience sur faire attention à soi et à sa santé. C'est pas stupide. Donc, beaucoup de gens qui, pendant les confinements, se sont mis à marcher, se sont mis à courir, ont renoué avec leur vélo qui dormait dans un garage depuis quelques temps. L'État, là-dessus, a poussé en mettant en place des coups de pouce pour la rénovation des vélos, des subventions pour l'achat d'un nouveau vélo. On a eu l'arrivée des pistes cyclables, on peut parler de Paris, la réduction de certains tronçons en termes de vitesse, etc. Donc, tout le monde s'y met. Face à ça, il y a d'autres changements qui sont intervenus, c'est que
Le marché était assez pénurique à un moment. Ça va mieux, mais pénurique, le terme est un peu pas fort. mal. Hein, c'est assez spectaculaire. Je trouve que je vais chez Decathlon comme tout le monde. Oui. T'as des dates d'arrivée pour les vélos quand même. Oui, alors quand je dis pénurique, t'as des vélos en démonstration Ouais. et les gars te préviennent. Mais comme tu auras dans l'informatique ce ou dans sera dans un l'automobile. mois, quoi. Ouais, exactement. Donc en fait, il n'y a pas un marché, je pense, qui est épargné par ça aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont liés au fret aussi, hein, les containers, etc., qui ont beaucoup ralenti. Bon, bref, tout ça pour dire que il y a eu un boom de la seconde main. Et alors, nous, on a eu, j'ai envie de dire, beaucoup de chance, mais on l'a quand même bien provoqué. On avait discuté avec l'acteur, qui est le deuxième acteur après Le Bon Coin, qui s'appelle Troc Vélo, il y a 2 ans de ça. C'était pas le bon timing pour eux pour vendre. C'est une boîte qui a été gérée par un couple fondateur pendant 17 ans, qui, sur la dernière enquête spontanée de « je voudrais acheter un nouveau vélo », arrive à 4 points, de reconnaissance d'intention spontanée. d'achat, quand Le Bon Coin est à 8. La vache, Troc Vélo. Et ça, c'est 4 points à 8 points dans 27 points qui sont l'occasion, et les 73 restants, c'est du neuf. Donc tu vois, c'est pas rien. Ah ouais. Et cette acquisition-là, on l'a réalisée en février. Et là, on voit nos clients qui se tournent vers ça, nos clients qui parfois sont dans l'attente de revendre maintenant ou pas, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir racheter un vélo neuf parce que le marché bouge. Donc ça bouge dans tous les sens. C'est captivant. Je reviens quand même sur ce chiffre. Intention d'achat, 27% sur de l'occasion. C'est énorme. Il va falloir derrière une filière d'entretien, de réparation, qui doit se structurer très très vite là Oui. aussi. Ouais, ouais. De certification, tu as des sujets de transport, parce que nous, l'enjeu, comme l'a fait Le Bon Coin, je vais reprendre leur exemple, mais quand tu vends un vélo, c'est facile si tu le vends sur le parking à côté de chez toi. Si tu veux l'expédier, on est en région parisienne, à Toulouse, c'est différent. Donc, tu as ce sujet de suivi, tu as ce sujet de beaucoup de nouveaux L'entretien, la utilisateurs. réparation, c'est un sujet pour toi? Parce que ça a été aussi on n'en a pas parlé, mais une des raisons du succès d'Alltricks, c'était l'ensemble des vidéos que tu as pu faire Ouais. et qui permettaient à chacun de se démerder, les tutos, mais on ne disait pas encore des tutos à l'époque. Ouais, non, mais chez nous, on a un quadriptyque. La communauté, le produit, le service, l'omnicanal maintenant. Ouais. On a fédéré très tôt 180 partenaires en France qui sont des relais de service pour nous. Et là, on s'appuie sur eux plus que jamais, parce qu'effectivement, c'est Je crois que ça va être l'arme différenciante. indispensable. C'est-à-dire que toi, tu achètes un vélo. J'espère. Non, mais tu achètes un vélo, déjà, tu sais que tu auras peut-être un problème à le faire entretenir, à le T'es faire pas tout réparer. seul. Et tout. Voilà. Ouais, et donc, effectivement, tu n'es pas tout seul. La location, juste, il nous reste quelques secondes. Je vois fleurir des offres de location de vélo, notamment liées au vélo électrique, parce qu'on change de gamme de prix. Bien sûr, on parle beaucoup de tous ces enjeux du passage de la propriété à l'usage, Ouais. notamment sur les nouvelles générations. Nous, on va y venir sur notre parc. On travaille indirectement avec les loueurs déjà, parce que dans nos activités de seconde main maintenant, on a envie de faire du reconditionnement. Donc j'ai échangé notamment avec des gens super de chez Back Market pour travailler un peu sur ces sujets-là, parce que Qui ont passé du portable au vélo, quoi. c'est un vrai... Non, a priori De la non. tablette au vélo. A priori non, et je les encourage pas à le faire, mais nous, on va le faire. Ah oui, et tout, oui, mais il y a Donc- quand même un know-how, une Voilà, mais- expertise logistique Mais qu'ils donc, ont. que tu sois un loueur très éphémère en station de montagne ou un loueur dans les grandes agglomérations pour 2 ans, à un moment, ces parcs-là reviennent, parce qu'il faut les renouveler. Gary, on est au bout. C'était trop court, mais je le Déjà. savais. Les amis, c'était Bismart et on se retrouve demain. Merci.